Salut, j'espère que tu vas bien. Donc bon bah aujourd'hui on n'a pas grand chose à voir donc j'espère que ça va être rapide et vu que ça va être relativement rapide on en profitera aussi pour faire un petit saut sur les écosystèmes DeFi, voir un petit peu en gros ce qui s'y passe et ce qu'on peut attendre dans un futur proche. Voilà, donc alors sans plus attendre, eh bien on va démarrer. Donc aujourd'hui la seule news que je voulais pointer, c'était le fait que eh bien la SEC fait appel de la décision qui a été prise par rapport au procès que la SEC avait fait à XRP. Donc normalement XRP avait gagné son procès et la SEC fait appel. Donc à voir un petit peu comment ça se développe. Donc dernièrement on avait vu le Ripple qui avait pas mal explosé. Donc maintenant en fait c'est plus aussi sûr que ça que Ripple gagne son procès. Donc bon bah à voir comment ça se développe. Bon, voilà, c'est vraiment la seule news que j'ai trouvée. Si on en arrive à parler de XRP, c'est vraiment que il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc maintenant on va essayer de faire un point un petit peu plus macro, voir un petit peu ce qui se passe, le développement dernièrement. Donc hier on a identifié le VIX qui avait augmenté de manière significative. On voit qu'il y a eu un petit pushback, mais les investisseurs attendent toujours beaucoup de volatilité sur les marchés, hein. Donc ça c'est lié à l'incertitude qu'on voit sur la situation qu'il y a au Moyen-Orient, ainsi que l'incertitude des taux d'intérêt, des baisses de taux d'intérêt qu'on va voir d'ici la fin de l'année. Donc voilà, donc ces deux paramètres-là, et puis aussi très probablement l'incertitude liée aux élections présidentielles, ça fait que eh bien, les investisseurs s'attendent à avoir un peu de volatilité sur les marchés. Donc eh bien, je pense que si l'incertitude sur ces événements et ces points un peu macro et géopolitiques vont évoluer, si l'incertitude augmente, eh bien on pourra avoir un VIX qui augmente, et si l'incertitude diminue, donc ça veut dire que si les situations sont de plus en plus claires, eh bien on pourrait s'attendre à avoir un VIX qui diminue. Enfin bref, autre chose que je voulais pointer, le DXY, on voit qu'il continue d'augmenter très significativement. On a rejoint maintenant ce haut de range, on a même clôturé légèrement au-dessus. Donc maintenant, intéressant de voir si on s'installe au-dessus pour l'instant, ce qui serait très bearish pour les assets à risque et les cryptos, ou à voir eh bien, si on rebondit et qu'on repart maintenant vers le bas. Donc ça, vraiment affaire à suivre. Là maintenant, on est sur un point très clé de, de cette chart sur le DXY, donc vraiment à surveiller. Pour l'instant, tant qu'on est autour de cette zone-là, difficile de voir. Si on s'installe au-dessus, bearish pour les assets à risque. Si on rebondit et qu'on repart à la baisse, bullish pour les assets à risque. Voilà, et du coup, ça sera ça aussi potentiellement synchronisé avec l'évolution des points qu'on a levés précédemment, les élections, la situation au Moyen-Orient, et le troisième point que j'avais levé juste avant, oui, les taux d'intérêt, l'évolution quant aux taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. Le pétrole, j'ai fait un petit peu de recherche très rapidement parce que hier on avait vu que eh bien, le pétrole augmentait, mais pour moi je voyais pas vraiment pourquoi, parce que je me disais mais attendez, il n'y a pas quand même de pays vraiment pétroliers qui sont impactés par cette situation au Moyen-Orient, mais en fait c'était sans considérer l'Iran qui est quand même du coup un des protagonistes majeurs de cette situation au Moyen-Orient, qui est en fait un énorme exportateur de pétrole. Donc c'est pour ça qu'on peut voir le prix augmenter ici, et en fonction de l'évolution ici, si l'Iran est de plus en plus impliqué dans cette guerre, eh bien on pourra certainement voir une réintégration ici de, de cette zone d'accumulation ici qu'on avait mis, de ce triangle d'accumulation. Voilà, après ce qui est aussi à noter, c'est que eh bien, cette hausse elle est quand même limitée, hein, elle est quand même pas flagrante, elle est significative, mais elle est pas démesurément grande, et ça s'explique par le fait que eh bien, l'Iran, ses clients, ce sont les autres pays, ce sont les autres BRICS, mais ce sont ouais, notamment les BRICS et d'autres pays en fait qui ne sont pas forcément euh, intéressants, enfin, ou en tout cas en business avec les pays de l'Ouest comme eh bien l'Europe, les États-Unis, le Canada, etc., qui eux ont leur oil qui viennent principalement eh bien pour les États-Unis et le Canada, qui viennent eh bien des États-Unis et du Canada, qui sont des gros exporteurs de pétrole eux-mêmes, et pour l'Europe on importe énormément de pétrole de Russie, hein, toujours, même si aujourd'hui ça se fait beaucoup par des pays tiers, mais on dépend peu, voire pas du tout du pétrole iranien. Donc c'est un peu une bonne nouvelle. Donc après, ça, le fait que l'Iran soit impacté dans cette guerre, soit en tout cas un protagoniste majeur,
ça impacte tout de même le prix du pétrole, euh, mais pas de manière significative. Si on voyait les États-Unis s'impliquer enfin, de manière majeure dans cette guerre, eh bien là on pourrait s'attendre à voir le pétrole vraiment exploser beaucoup plus, hein, parce que les États-Unis ont beaucoup plus d'export de pétrole avec les pays occidentaux que eh bien l'Iran. Ensuite, petit tour sur les assets à risque. Donc, bah, hier, il s'est pas passé grand-chose, hein, pas très très intéressant. Hier, on avait identifié cette chute qui était due à l'empirement de la situation au Moyen-Orient. Hier, on voit qu'il se passe pas grand-chose. Je suppose que les investisseurs ont un petit peu peur de prendre position. Les investisseurs ne savent pas à quoi s'attendre et donc du coup sont un petit peu frileux à prendre position sur les assets à risque, hein. Voilà, comme on peut le voir ici, hier, pas grand-chose, hein. Un petit peu de mouvement, mais finalement, eh bien, ouais, il se passe pas grand-chose. Je sais pas comment l'expliquer en plus, enfin, expliquer. Pardon. Plus précisément, il se passe rien, on se fait chier, voilà, point barre. Ensuite, sur le Nikkei, là, c'est assez intéressant de voir que, eh bien, la bougie rouge a pratiquement été complètement ravalée. Donc, il y avait une news qui expliquait que la Bank of Japan, la banque centrale japonaise, qui était potentiellement attendue à relever les taux d'intérêt, pardon, lever les taux d'intérêt au Japon, eh bien, ils ont dit que bah, pour l'instant, ils allaient prendre un petit peu leur temps et que donc du coup, eh bien, la hausse des taux d'intérêt au Japon était repoussée pour le moment. Voilà, donc intéressant. Ensuite, bon, bah, sur le reste des assets à risque du monde, eh bien, pareil, il se passe pas grand-chose, hein. Voilà, en France, bon, eh bien, on se fait chier. Hong Kong, on a eu cette réaction ici assez significative qui suivait cette hausse majeure qui était due au stimulus chinois annoncé. Le marché chinois, lui, pour le coup, est toujours fermé. On voit que voilà, la dernière session était le lundi 30 septembre. Donc je sais pas quand est-ce qu'il va rouvrir, ça peut être intéressant. Euh, ah, stock market euh, holidays. Alors, le trading schedule, donc en ce moment, on est le 3 octobre. Du 1 au 7 octobre, China National Day. Ok, donc bon, bah ça réouvrira potentiellement le 8 octobre. Le marché chinois. Donc, pour l'instant, on ne sait pas trop comment la Chine réagit un petit peu à toutes ces news géopolitiques. Donc, en fait, quand on regarde Hong Kong, qui lui, pour le coup, est ouvert, et qu'on voit un petit pushback, on pourrait s'attendre sur le marché chinois. Pourquoi pas une ouverture par là ou même compléter ce gap ici. En tout cas, ça pourrait, à mon avis, on verra une ouverture à la baisse. Enfin, à voir comment la fin de la semaine se passe, mais ça serait pas étonnant que si la situation ne change pas ou évolue peu, eh bien, on voit sur le marché chinois à peu près la même chose que ce qui s'est passé sur le marché de Hong Kong. Sur le Bitcoin, bon, et bah hier il s'est absolument rien passé. Voilà, il y a eu un petit peu de volatilité, montée descendue. C'est à peu près tout. Donc bah voilà, sur le Bitcoin, j'ai pas grand-chose à dire. Mis à part le fait que, et bah pour l'instant, on a l'air d'être en train de s'installer au milieu de ce range ici que j'ai identifié il y a déjà vraiment très longtemps, ce range ici. Qui a l'air de, pour l'instant, faire le taf, hein. On voit que ici, bas de range, paf, repoussé, bas de range, paf, repoussé. Bas de range, paf, repoussé encore une fois, et ici on est venu, enfin on est en train de s'installer dans ce milieu de range. Et ça correspond aussi, si on regarde sur cette charte, j'ai dessiné autre chose, j'ai dessiné ici ce tunnel d'accumulation, et on voit que, eh bien, on a ce pushback qui est venu s'installer un peu au-dessus du milieu du range en fait, et qui est en daily en tout cas, le, la mobile, la MA, c'est laquelle? C'est la 200, la MA 200 qui a fait office de support. Ça pourrait être intéressant de se mettre en weekly, voir un petit peu ce qui se passe à plus haut time frame. Et on voit que pour l'instant les EMA sont encore super loin. Ça pourrait être intéressant de voir la 50 aussi plutôt que la 100. Hop. Ok, là on voit que eh bien on a rebondi sur la MA50 il y a quelques semaines déjà, qui a fait office de parfait support. On est reparti à la hausse maintenant haut de ce canal haussier qui a fait office de résistance et maintenant on a rebondi. Donc maintenant où est-ce qu'on va? Eh bien c'est difficile à dire. Donc vu que bah, il y a de l'incertitude sur la situation géopolitique, on pourrait s'attendre à voir le Bitcoin descendre un petit peu. Ce ne serait pas surprenant. Maintenant, on va aller voir un petit peu à plus court terme ce qui se passe. Hier, j'avais un petit peu hésité sur l'interprétation du funding rate, mais en fait, j'avais raison. Quand on voit du vert ici, ça veut dire que les gens, eh bien, ils longuent.
Mais du coup, ce n'est pas forcément cohérent avec ce qu'on voit ici, parce qu'on voit qu'ici il y a beaucoup de liquidités à aller chercher au nord, ce qui veut dire que, eh bien, il y a des shorts à liquider. Donc, mon interprétation est que la plupart des gens longuent, mais que les gens qui utilisent le plus de levier sont short. Voilà. Et ça se voit un petit peu ici, on voit qu'il y a énormément de x100 et de x50 qui sont short, qui sont longues aussi, mais on voit que, en tout cas, le volume sur les shorts est plus important. Quand on regarde cette charte, on voit que, eh bien, la douleur, elle a l'air d'être plutôt au nord, hein. On peut le voir ici, qu'il y a plus de longues que de shorts. Donc, bah, depuis ce matin, ça a un petit peu évolué. Il y avait beaucoup plus de longues à aller chercher ce matin. Là, on voit que, non, beaucoup plus de shorts, pardon, parce que c'était le vert qui était haut, donc c'est-à-dire que c'est les shorts à aller liquider qui étaient plus importants. On voit que, eh bien, les longues se sont un petit peu, comment dire, en- se sont aussi établies et ont rattrapé les shorts. Et maintenant, on est presque à niveau égal, hein. On voit ici, hop, ces deux niveaux-là. Mais ce serait toujours plus intéressant d'aller chercher les longues et ce qui se synchronise aussi avec cette charte ici. On voit qu'il y a énormément de liquidité au nord. Ça peut être intéressant de regarder aussi à plus haut time frame. Voilà, donc encore une fois, les liquidités sont au nord. Donc même si le funding rate est positif et qu'on a un sentiment bullish sur ce marché, la douleur se situe au nord. Ce qui se confirme avec le Fear and Greed Index, on voit qu'on est entré à nouveau en Fear, donc eh bien voilà, donc c'est un point qui est assez intéressant à lever, que eh bien comment dire, les journées bullish comment dire, on a eu beaucoup de journées bullish dernièrement, mais voilà, un petit pushback suffit à faire peur aux gens et à nous emmener dans un sentiment de fear. Donc moi je trouve ça très bullish, hein, que les gens soient morts de trouille pour le moindre petit pushback, qu'ils remettent en question le bull run à chaque fois que eh bien on a une bougie rouge. Moi je trouve ça extrêmement bullish long terme. Voilà quoi d'autre. Ici, qu'est-ce que je voulais montrer? Je voulais montrer la Bitcoin dominance. Ici, en fait, quand on regarde sur une très haute échelle, voilà, un très long time frame, on s'aperçoit que ici, depuis 2022, depuis octobre 2022, eh bien, il y a une tendance très nette de la Bitcoin dominance qui augmente vraiment très significativement. Donc voilà, donc eh bien, jusqu'à preuve du contraire, c'est le cas depuis le début, et jusqu'à preuve du contraire, Bitcoin is king. C'est toujours le cas, c'est pour ça que mon portefeuille est composé à 80% de Bitcoin. Euh, voilà, et pour l'instant, je ne vois pas de raison que ça change. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le marché macro et sur le point de vue macro et sur le Bitcoin. Je voulais faire un tout petit point sur la DeFi, sur ce qui se passe un petit peu dans la DeFi et les trends qu'on observe. On voit que, et bien sûr, Ethereum, la TVL est en constante diminution, hein. Donc elle est toujours extrêmement élevée. On voit ici 45 milliards de TVL. C'est absolument colossal quand on compare aux autres blockchains. Solana par exemple, on a 5. Allô, allô? Ouais, c'est bon, on est toujours là, je sais pas ce qui s'est passé. Solana, on est à 5 milliards, Base, on est à 2 milliards, Sui, on est à 1 milliard, donc voilà, donc Ethereum, on est toujours significativement au-dessus. Je voudrais aller voir rapidement, j'ai oublié de regarder ça ce matin, mais ça peut être intéressant, de regarder la part d'Ethereum par rapport, enfin la TVL d'Ethereum par rapport à toutes les autres chains. Comment est-ce qu'on voit ça? Je ne me souviens plus. Peut-être dans Chains. Total Value Log, ouais, voilà, c'est ça. Un petit peu que la charte charge. Voilà, donc enfin Ethereum, c'est encore plus de TVL que toutes les autres chains rassemblées, hein. Donc c'est toujours vraiment significatif. La blockchain Ethereum a toujours significativement en avance par rapport aux autres, mais avec une trend baissière évidente. Voilà, donc je voulais noter ça, et contrairement à Solana, qui elle pour le coup a une trend haussière très légère, hein, très très légèrement ça monte, bon ça a l'air de faire un top ici, mais pour l'instant ça monte. Mais si on regarde d'autres chains comme Base et Sui, qui elles ont beaucoup de momentum dernièrement, on voit que eh bien, la TVL augmente de manière significative, ainsi que les volumes, hein. Et Sui c'est encore plus parlant. On voit que ben, on a vraiment un push très significatif dernièrement qui suit évidemment l'augmentation du prix du token, hein, parce que la TVL ici on voit qu'elle est notée en dollars, donc bien le token a presque même plus que doublé de prix dans les dernières semaines.
Ce qui fait que, eh bien, évidemment, la TVL augmente au fur et à mesure que le prix augmente. Donc en fait, on pourrait faire cette analyse aussi sur Ethereum. Donc le prix diminue, donc évidemment, eh bien, la TVL diminue. Solana, la TVL, enfin le prix est assez stagnant et donc du coup, bah, la TVL stagne. Donc voilà, donc c'est la recherche que je n'ai pas faite qui serait intéressante de faire. Donc peut-être que je la ferai pour demain, c'est de voir en fait en termes de token. Voilà, donc comment dire, la TVL en token. Donc je sais pas pourquoi ça n'existe pas, mais ça serait aussi intéressant de voir combien de tokens sont locked sur chacune de ces blockchains. Ça serait peut-être plus parlant par rapport à l'utilisation de ces blockchains que la TVL en termes de dollars. Voilà tout ce que j'avais aujourd'hui, donc ça fait à peine un quart d'heure et c'est déjà fini, je suis désolé, voilà c'est à peu près tout ce que j'ai, c'est pas ma faute, il se passe rien, pas beaucoup de développement, donc eh bien ça va vite, très bien, c'est pas grave, ça nous laisse plus de temps pour trader et faire d'autres choses. Je te souhaite une bonne journée et puis bah, je te dis à demain pour le dernier live de la semaine. Ciao!